Buenos dias, bonjour. Je m'appelle Yitzhak Goldberg. Je suis le commissaire de cette exposition d'Alexei Von-Yavlensky que j'ai organisée en collaboration parfaite avec les gens de la Fondation MAPFRE. Je suis un historien d'art, professeur émérite d'histoire de l'art, et je travaille sur Yavlensky depuis une quarantaine d'années dans le cadre de ma réflexion sur le visage dans l'art contemporain. J'ai fait ma thèse sur cet artiste et j'ai publié un livre qui s'appelle Yavlensky ou le visage promis, qui était traduit récemment, qui s'appelle Yavlensky and the Promised Face. Et comme vous pouvez voir, à mon grand plaisir, le titre de l'exposition s'inspire de ce titre. Face à moi, c'est Madame Madame Angelika Yavlensky bien connue, que je présenterai en 2 mots avant qu'elle se présente elle-même. Vous êtes la directrice de la Fondation Yavlensky. Vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de votre grand-père, avec beaucoup d'articles dans le catalogue et ailleurs, et surtout, vous êtes la responsable, la directrice des très importants catalogues raisonnés sur votre grand-père que vous actualisez et vous continuez de travailler là-dessus. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce que je viens de dire, s'il vous plaît? Bonjour Isaac, bonjour public, tout le monde. Vous avez très bien expliqué qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait. Et donc, je fais ce travail depuis 34 ans et je continue avec grand enthousiasme de participer, d'aider, de collaborer et de continuellement découvrir quelque chose de nouveau sur Yavlensky. Et merci. Vous êtes certes la petite fille de Yavlensky qui est mort en 1941 et en vous regardant, on se rend compte tout de suite que vous n'avez pas pu les connaître. Non, je n'ai pas pu. Mais je m'imagine qu'à la maison, il y avait, depuis que vous étiez né, il y avait des tableaux de vos grands-pères. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un tableau, est-ce que vous vous rappelez des premiers tableaux que vous avez marqués? Et j'ajouterai aussi, est-ce qu'il y a dans cette œuvre un tableau ou plusieurs tableaux qui sont votre préféré? Je sais que c'est un peu comme la question qu'on demande, est-ce que vous préférez maman ou papa? Peut-être vous avez votre Madeleine. Je vous laisse la réponse. Oui, en effet, dans notre maison, dès que j'étais enfant, il y avait plusieurs œuvres de mon grand-père au Parois, aussi de mon père, qui était aussi lui peintre. Puis il y avait encore des œuvres de Paul Klee et de Kandinsky, qui ne sont malheureusement plus dans la famille. Le tableau qui m'a marqué le plus, qui était toujours sur une paroi, c'était la princesse Turandot, qui d'ailleurs est maintenant à Madrid. Et parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est une femme, disons, avec une énergie universelle. Et donc ça, c'était certainement et reste toujours encore un de mes tableaux préférés parce que ça m'a imprimé ma conscience. Et intéressant, c'est qu'il y avait aussi dans notre famille un autre tableau qui maintenant est à Madrid, c'est le bossu, la bossue. Et là, mon père a dit, ce tableau est tabou, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait un enfant qui grandit, je ne vais pas le mettre sur la paroi parce que c'est trop dramatique, trop tragique. Il émane une tel drame de la vie de cette bossu que l'enfant ne doit pas être confronté quotidiennement avec ça. Et oui, il y a d'autres tableaux que j'adore de Jawlensky. Un est dans un musée à Düsseldorf. C'est une jeune fille, disons jeune fille vers les, je pense, 16, 17, 18 ans, qui tient une main comme ça devant la bouche. Et je l'adore parce que ça représente pour moi le passage de la fille vers le monde de femme adulte. Et j'ai l'impression qu'elle se demande qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va devenir de moi-même, est-ce que je serai heureuse, est-ce que j'aurai un bon mariage, qu'est-ce que la vie me réserve. Il y a cette timide, comment dire, question sur son futur que je lis dans son visage et ça m'a toujours très impressionnée.
Oui, je me rappelle de ce tableau et il dégage une sorte de timidité. Oui, Voilà, il y a une sorte de timidité, effectivement, presque, on dirait presque un peu peur, comme oui, qu'est-ce qui va se oui, passer. Et oui. pour la princesse Turandot, peut-être il y avait aussi le côté princesse qui plaît à une petite fille. Hein. Ben, disons que mon père m'avait expliqué l'histoire de la princesse, mais disons que comme princesse, elle n'est pas, c'est pas la douce, belle princesse Walt Disney qu'on voit dans ce tableau, mais c'est la cruelle Turandot. Donc c'est elle qui décide sur la vie ou la mort des prétendants qui viennent demander sa main. Donc oui, princesse, mais plutôt Turandot que princesse. D'accord. OK. Écoutez, on se connaît depuis 30 ou 35 ans. Si vous permettez, je vais m'adresser à vous en tant qu'Angelica. Ça ira Oui. plus court aussi. Merci. Et je vous poserai maintenant une question plus générale. On sait la place singulière, particulière de Yavlensky dans la première partie du XXe siècle, sans doute à la fois parce qu'il se concentre sur un sujet tout à fait inhabituel, ça veut dire le visage, certainement aussi qu'il ne s'occupait pas beaucoup des écrits théoriques et on sait que l'histoire de l'art peut-être parfois de façon excessive, donne en quelque sorte une valeur ajoutée à ces écrits théoriques. Et surtout, je pense, parce qu'il s'est trouvé dans ce qu'on appelait entre-deux, entre le figuratif et l'abstrait, entre l'expressionnisme et le fauvisme, et encore une fois, l'histoire de l'art n'est pas très à l'aise avec des artistes qu'on ne peut pas classer de façon définitive. Quelle est, selon vous, la place de Yavlensky dans la modernité qui se développe dans la première partie du XXe siècle? Comme vous l'avez dit, Isaac, c'est un artiste qui a passé plusieurs phases, comme chaque artiste d'ailleurs. Il a pris inspiration chez Van Gogh, Matisse, Cézanne. Et je crois que sa force était de continuellement rechercher son propre style, c'est d'analyser ses capacités d'expression. Donc, il passe du fauvisme à l'expressionnisme, plus tard donc à la peinture en série, les variations, les têtes de sauveurs. Je crois que Jawlensky a... Donc, on ne trouve pas quelqu'un qui imite Jawlensky. C'est-à-dire qu'il est resté très individualiste. Et je crois qu'il a été perçu comme un artiste très important, très fort, très innovateur, mais qui était difficile à, disons, imiter ou à en faire école parce que son langage est tellement personnel, il ne ressemble pas à personne d'autre. Il trouve vraiment son style dans toutes ces années. Et je crois qu'il a donc certainement dans la phase de son dans les années passées en Suisse, donc de 1914 à 1921, où il commence les séries, il va vers une certaine abstraction sans jamais euh, arriver à une abstraction comme Kandinsky, par exemple. Il a toujours besoin d'un repère, donc le visage humain après un visage divin. Et oui, je crois qu'il était une position très forte, très reçue par les autres artistes autour de lui. Mais donc, comme vous avez dit, pas facile à classer. Pas D'accord. facile à classer et je crois que ça, c'est une force pour lui. Oui, effectivement, ce qui peut parfois être en quelque sorte un défaut, entre guillemets, pour l'histoire de l'art et en quelque sorte la particularité qui fait effectivement un artiste à part. Et je vous remercie pour cette question, pour cette réponse plutôt, puisque vous avez au moins partiellement déjà répondu sur ma dernière question, est-ce qu'il a fait école? Mais on reviendra là-dessus dans quelques minutes. Alors, on se trouve à Madrid et à l'exposition, il y a plusieurs tableaux, donc au moins les titres ou les costumes réfèrent à l'Espagne. Selon mes connaissances, qui sont moindres que les vôtres, mais qui sont quand même, je n'ai pas l'impression que Javlensky a visité l'Espagne. Quel est pour vous le lien imaginaire qui les met en rapport avec l'Espagne?
Donc, c'est vrai, aussi, pour ce que je sache, il n'a jamais visité l'Espagne. Mais déjà en 1900-1903, à München, il a aperçu, il a connu l'art de Zuloaga. Zuloaga a eu des expositions entre 1900, 1901 et 3 en Allemagne. Et il y avait un tableau à München aussi très important de lui, les Toreadores. Et dans certaines lettres à Marianne Berevkin ou à Dimitri Kardowski, Jablenski parle très bien de Zuloaga. Il est très impressionné par son style, par sa liberté et aussi par un aspect décoratif qui n'est pas banal mais important. Et, il connaît très bien aussi l'œuvre de Velázquez et de Goya. Pourquoi vers 1910, 11, 12, il peint aussi surtout Hélène, sa future femme et muse, avec des accessoires espagnols tels que des mantillas, des voiles et même des éventails. Je crois que ces accessoires, pour les images qu'il pouvait voir d'autres peintres espagnols, lui permettaient d'insérer des couleurs très fortes qui allaient toujours se détaler autour du visage, des épaules, du cou et des cheveux de la femme représentée. Ça lui permettait de jouer encore plus avec les couleurs très fortes, parce que les couleurs d'une matilla, c'est lui qui pouvait choisir. Ça pouvait être rouge, orange, bleu foncé. Et donc, ça devient un accessoire pour lui aussi, pour donner de la couleur. Une autre source d'inspiration pourrait avoir été les ballets russes de Diaghilev, qui à cette époque, surtout 1912, ils arrivent donc vraiment à München. Et je peux m'imaginer qu'ils avaient des costumes très, très forts, aussi très innovatifs, que ça aussi lui a donné une forte inspiration. Et aussi, n'oublions pas, il y avait le danseur expressionniste Alexander Zakharov à München. Ils étaient très amis pour toute une vie. Et lui aussi avait employé dans certaines de ses danses des costumes probablement un peu spagnoleggianti, on dirait en italien, qui étaient un peu espagnols. Je crois que c'est ça, mais aussi une chose intéressante, c'est que quand il était à Oberstdorf, donc en Allemagne, pendant toute une été 1912, il a peint beaucoup de ces montagnes très hautes et très, très importantes de Oberstdorf. Et derrière un de ces tableaux-là, il y a le titre Sierra Morena. Donc, c'est une montagne espagnole, d'Espagne, qui n'a rien à voir avec Oberstdorf, mais que peut-être lui, il s'imagine que cette Sierra Morena a cette dramacité, Oui. pardon, que ces montagnes d'Oberstdorf qu'il voyait tous les jours. Et ce qu'on ne sait pas, mais qui est aussi possible, c'est qu'il y avait aussi des sources littéraires. Il se peut qu'il ait lu des romans espagnols, d'Espagne, d'auteurs espagnols, et qu'il a eu aussi une inspiration par là, par exemple, des descriptions très, très fortes des paysages peut-être de la Sierra Morena, qui sait. Mais nous savons de toute façon que les artistes travaillent autant avec l'imagination qu'avec la réalité, donc c'est bon. Je me permettrai simplement de clarifier quelque chose pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et Marianne Berevkin, qui était pendant très longtemps la compagne de Jablenski et qui était artiste par elle-même, et vous pouvez voir plusieurs tableaux à l'exposition. Alors, cette importante exposition va continuer plus tard en France, à Marseille, à Roubaix. Et je poserai la même question pour la France, certainement avec une réponse plus facile, parce qu'on sait que Jablenski a séjourné plusieurs fois, même longtemps en France, et que la France, dans cette période-là, avait une importance capitale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, s'il vous plaît? Oui, donc déjà, encore quand il était en Russie, à Saint-Pétersbourg,
qu'il avait connu déjà Marianne Verevkin et Ilya Repin et plusieurs artistes russes de cette époque. L'impressionnisme français était très discuté, très connu, mais surtout très discuté, parce que c'était évidemment quelque chose de complètement nouveau, de très libératoire par rapport à la peinture académique de fin siècle. Donc, il connaît déjà les artistes impressionnistes français avant 1900, en le discutant, et c'est un thème pour tous les artistes là qui discutaient très fort. Il a d'ailleurs fait une première visite à Paris lors d'un voyage, c'était 1800, je crois, 80, 80, 90, pardon, parce que l'italien, le numéro Je cherchais 95. dans ma thèse. Et après, le deuxième voyage, la deuxième visite à Paris, c'est en France, disons Paris, en ce moment-là, c'était 1903, car Marianne von Werefkin était allée avec l'autre peintre, caricaturiste Alexander Salzmann, en Normandie. Et de retour de ce long séjour en Normandie, il se trouve avec Jawlensky à Paris. Et ils vont voir évidemment tout ce qu'ils peuvent voir d'art. Puis le deuxième, très probablement, il a été à Paris 1905, lors du Salon d'automne, quand certaines de ses œuvres ont été présentées. Et sûrement 1906, c'est le séjour le plus long. Il a été à Carantec, en Bretagne, pendant de mi-juin jusqu'à la fin d'octobre, parce que là aussi, il avait ses tableaux exposés au Salon d'automne. Et le dernier voyage en France, c'était 1911. Là, il connaît Kees van Dongen et il revoit Matisse. Il a 1906, après l'ouverture du Salon d'automne, donc novembre à peu près, Marianne Verefkin, Helene, donc sa future femme et mère de mon père, ils sont allés au sud, à Saucé-les-Pins. Et Jawlensky les rejoint quelques semaines plus tard. Ils passent la fin d'octobre et novembre et décembre là. Et Jawlensky dit qu'ils ont visité Marseille. D'ailleurs, il y a quelques paysages de Marseille, qu'ils sont allés à Arles sur les traces de Van Gogh. Et certainement, le sud de la France, cette partie, était aussi un thème important pour aller sur les traces de Cézanne, le Mont Saint-Victoire. D'ailleurs, 1906, au Salon d'automne, il y avait une immense rétrospective de Gauguin, avec, je crois, 200 peintures ou quelque chose comme ça. Et 1907, Jawlensky part tout seul à Paris et il avait écrit dans ses mémoires à cause de Cézanne. Ça m'a pris un moment de comprendre pourquoi, parce que Cézanne était mort en 1906, mais en 1907, toujours au Salon d'automne, il y a eu une immense rétrospective dédiée à Cézanne. Donc, s'il va tout seul, juste pour voir Cézanne à Paris, cette très grande exposition, on peut comprendre comme ces artistes étaient importants pour lui. D'ailleurs, 1911, aussi avant, il a vu les œuvres de Picasso qu'il admire beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a acheté un dessin vraiment très, très, très cubiste de Picasso, qui est daté vers 1911. C'est une femme nue, donc je peux m'imaginer que peut-être il l'a acheté à Paris, 1911. Quand un artiste achète une œuvre d'un autre artiste, c'est un fait énormément important, parce que ça veut dire qu'il a besoin de ça, qu'il le veut avoir autour de soi, mais aussi comme exemple, comme étude. C'est une attitude totalement différente de celle du collectionneur. Pour l'artiste qui achète l'œuvre d'un autre artiste, ce n'est pas un échange d'œuvres, mais acheter vraiment. Je crois que c'est un fait très fort et qui signifie qu'il veut voir ça chaque jour. La France était donc, pour Jawlensky, un pays il n'a pas vu toute la France, clairement, mais il a fait plusieurs visites et il a toujours
aussi connu l'art français et il connaissait évidemment le cubisme, même s'il n'a pas vraiment pris inspiration du cubisme. Probablement, c'était trop construit pour lui à cette époque. Mais donc la France et la peinture française, les fauves, c'était quelque chose de très important pour lui. Pas seulement pour lui, mais pour d'autres artistes. On le sait, Matisse, Gauguin, Cézanne, ce sont aussi les fauvistes de Rhin et plusieurs autres. C'était très important aussi pour les artistes allemands qui regardaient ses collègues, qu'est-ce qu'ils faisaient, et restaient d'abord à bouche bée, et puis on prenait aussi des inspirations. Écoutez, je suis un peu embêté parce que vous avez fait mon travail, ça veut dire ce travail d'historien d'art, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. À part, il faut quand même que je trouve quelque chose. Effectivement, l'importance de Van Gogh en Allemagne était énorme. D'ailleurs, Nolde parle de Van Goghia, puisque tous les Bruck étaient absolument admiratif par rapport à ça. Et l'importance de Van Gogh pour Jawlensky est aussi témoignée par le fait qu'il fait venir son tableau en Suisse. Quand il est en Suisse, si je m'appelle bien, il le fait venir puisqu'il lui manque, et ça va tout à fait dans le sens que vous avez dit, d'autant plus que ce n'est pas très, très souvent que les artistes achètent des tableaux d'autres artistes. Ce n'est pas très, très récurrent. Je crois que ça peut-être aujourd'hui c'est comme ça, mais à cette époque-là, je crois qu'il y avait une autre attitude envers des collègues qu'on admirait. Et si les moyens financiers permettaient d'acheter, bon, on le faisait, bon, certainement pas un Rembrandt parce que c'était déjà beaucoup, beaucoup trop cher, mais et un petit détail que j'ajouterais, c'est que vous avez mentionné Ripin, le grand artiste russe, qui était le premier professeur important de Jawlensky. oui. Que vous avez dit, c'est là où il a rencontré aussi Marianne Van Baevki. Revenons à un travail de plus particulier. Et cette exposition, comme la plupart des expositions de Jawlensky, sont articulées selon les séries, puisqu'on sait que c'était le mode de travail qu'il a mis au point. Il n'est pas le seul, il y a Mondrian aussi, il y a d'autres artistes, il y a Audelaire aussi sans doute, mais sa particularité, effectivement, c'est traiter les visages qui a priori est presque à l'opposé de la série qui est accentue chaque fois les éléments qui se répètent, tandis que le visage, c'est quelque chose de particulier. Selon vous, pourquoi cet appel aux séries qui caractérise son travail, au moins depuis les années 14, avec la première série, celle de Variation? Donc, qu'est-ce que ça veut dire série pour Jawlensky? Ça veut dire le même format du tableau pour une série, le même sujet et le même comment on dit, Bildträger, c'est soit le carton ou le papier marouflé qu'il employait. Le format. Oui. Et je crois que pour lui, il commence avec la série parce qu'il ne veut pas perdre du temps et des énergies en réfléchissant sur le format, sur quel support employer, mais il voulait se concentrer complètement sur le sujet, donc les variations ou les visages. D'ailleurs, c'est Jawlensky qui dit « Je ne veux pas aller en largeur, mais je veux aller en profondeur ». Et éliminer tous ces problèmes pratiques, donc de dimension d'un tableau, etc., lui permet de se concentrer complètement sur l'œuvre. Et je crois que c'est pour ça qu'il commence ce concept des séries, qui est un concept très moderne, qui sera repris après la Deuxième Guerre mondiale en Amérique, beaucoup, mais aussi d'autres artistes. Et je crois que ça lui permet d'être complètement concentré sur le sujet. D'accord, donc en quelque sorte, de façon paradoxale, la série lui permet de traiter le sujet comme un motif, malgré le fait qu'il s'agit du visage.
Bon, je crois qu'il faut faire une distinction entre les variations sur un thème du paysage, parce que là, il n'a plus un atelier à Saint-Pré, il y a cette fenêtre de laquelle il regarde dehors, il commence à varier ce motif en le levant du contexte de description du paysage. Ça devient plutôt diario, comment on dit Tagebuch en français? Le journal intime, le journal, ça devient, il peint son journal intime, intérieur, inspiré par la nature et les couleurs, mais très vite, ces variations ne sont plus une description du paysage, c'est le paysage intérieur qui sort. Donc là, il y a un motif et une évolution stylistique qui va se libérer absolument du côté de description et de commentaires. Et je crois que pour Jawlensky, les variations sont le motif, le thème le plus abstrait qu'il a fait dans toute sa production. Le visage, il avait écrit cette fameuse lettre au père Bercade à la fin de sa vie en résumant pourquoi il dit oui, j'ai fait ces paysages, mais après j'avais nécessité de retourner au visage parce que seulement à travers le visage, je peux dire ce qu'il y a de divin en moi-même, dans l'être humain. Et le visage donc devient stylisé, il n'y a plus tous ces accessoires, les voiles, les ventailles, les châles, toutes ces choses-là. Il y a vraiment la concentration sur le visage qui maintenant prend complètement la surface, remplit complètement la surface du support pictorique. Voilà la concentration sur le visage que vous avez d'ailleurs décrit très très bien aussi dans vos textes. Et c'est l'élimination du superflu pour arriver à l'essence même de ce qu'il veut exprimer. Et donc, réduire, c'est pas abstraire, c'est réduire, c'est une autre chose. La réduction des formes pour obtenir une plus grande expressivité de ce qu'il veut dire, de ce qu'il a nécessité de dire. La fameuse innere Notwendigkeit que disait Kandinsky, la nécessité intérieure d'exprimer. D'accord. Bon, on connaît nécessité intérieure et bien sûr les liens de Kandinsky avec Jawlensky étaient très forts. Ils ont travaillé d'ailleurs ensemble. Et j'ajoute aussi pour Verkade qui était aussi un artiste avant de devenir moine et qui a travaillé avec Jawlensky dans ses débuts. Alors, une question un peu étrange, mais enfin qui me travaille depuis longtemps. Il y avait, dans les études qui étaient faites sur les têtes mystiques essentiellement, on s'est posé la question de gender. Ce n'est pas gender studies, of course, ce n'est pas encore ça, mais je sais que vous avez travaillé un peu sur ce sujet, j'ai lu un de vos travaux là-dessus. Quelle est en quelque sorte votre opinion? Est-ce que cette importance de genre avec les têtes, il y a quelque chose à interpréter dans ce sens-là? Oh oui, il y a beaucoup interprété selon moi, parce qu'il y a donc une série qui est dédiée les têtes mystiques, qui sont encore des têtes de femmes. Souvent, l'inspiration, c'est Galkashire, d'autres fois encore Hélène ou d'autres personnages féminins, mais ce n'est plus la personne X, c'est plus la Marie-Antoinette qu'il veut représenter, c'est quelque chose de je sais bien. Il y a la princesse, mais peut-être pas Marie-Antoinette. Oui. Oui, vous voyez que la France, c'est une persécution. Non, pour des têtes coupées, ça pouvait l'être bien. En tout cas, c'est vraiment ce n'est plus les femmes sensuelles de München avant 1914. Justement, il dit, j'avais la nécessité de représenter le divin dans l'être humain, et ça, je pouvais uniquement le représenter dans le visage. Donc, il s'éloigne de est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un personnage masculin. D'ailleurs, à Madrid, il y a
et c'est rare, 2 têtes mystiques avec le sujet du Jean-Baptiste, on dit comme ça en français, Jean-Baptiste, Oui. à peu près. Mhm. Et donc un personnage masculin. Mais il a besoin d'aller encore plus loin. C'est pour ça qu'il y aura cette troisième série qui naît contemporainément aux têtes mystiques, ce sont les têtes du Sauveur. Donc là, c'est manifestement un visage de Christ, de Jésus-Christ, le Sauveur. Et ce n'est plus ni masculin ni féminin parce que c'est une entité spirituelle qu'il va rechercher. Et donc, le gender n'a plus d'importance parce que l'esprit serait en théorie neutre, en théorie. Oui. On sait pas, on n'est pas toujours sûr, mais Non. disons que. Et, et donc, ce visage du Christ qu'il peint contemporainément à des variations et à des têtes mystiques. Donc, il faut s'imaginer que ces séries sont peintes peut-être un jour une tête comme ça, l'autre une variation. C'est pas que il y a une chronologie. D'abord celle-ci terminée, puis les autres. Il est peint contemporainément. Après, en 1918, il commence encore une série, ce sont les têtes abstraites, géométriques. Et ce qui est aussi important, c'est il y a cette phrase anglaise close your eyes and see, donc ferme tes yeux et vois. C'est-à-dire il faut regarder dans soi-même. Et déjà début 1914, il disait maintenant c'est le temps d'être très sérieux, de regarder profondément dans soi-même et de trouver un monde nouveau. C'était un peu la période avant la Première Guerre mondiale, ce sentiment d'angoisse, en allemand on dit le Angstgefühl, circulait en Europe, et surtout les artistes, évidemment, avec leurs antennes très, très sensibles, ressentaient cette atmosphère particulière. Mais avec la tête abstraite, le gender devient encore plus, disons, neutre, parce que c'est, oui, on voit toujours une tête, c'est clairement reconnaissable comme tête. Elle n'a plus des yeux, il y a des barres, des barres horizontales colorées. Donc, le regard est complètement intériorisé. Le regard n'est absolument pas plus vers l'extérieur. Une grande différence avant, par rapport aux têtes de femmes avant 1914, où il y a ces grands yeux qui regardent le public en lui disant hey, viens. Des fois, c'est vraiment un peu, comment on dit, presque, pas ironique, mais les mots m'échappent. En tout cas, c'est les yeux de femmes très grands ouverts d'avant 14 vous posent immédiatement dans une situation de dialogue avec le tableau. Ces femmes vous regardent de façon très claire. Appuyé. Appuyé, oui. Par contre, une partie des visages du Sauveur ont les yeux déjà fermés, et puis les têtes abstraites, absolument. On n'en voit plus l'œil, les yeux. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut vraiment aller en profondité. Il a besoin de découvrir au fond de lui-même ce côté divin pour l'exprimer. D'accord. Mais on pourrait presque, puisque vous avez évoqué les dialogues possibles avec les premières têtes, ici on pourrait pratiquement parler d'un dialogue intérieur. Oui, absolument. Et ça me frappe aussi, ça s'inscrit aussi dans la tradition, parce que vous parlez de l'expression anglaise close eyes and look, c'est aussi l'expression qu'a utilisée Friedrich de l'œil intérieur. Je veux dire, il y a cet aspect-là. Alors, justement, à l'exposition, à côté de Tête des Sauveurs, on a eu le plaisir de mettre un tableau de Rouault, qui est oui. proche. Ce sont, pour moi, probablement les deux artistes qui ont inventé, en quelque sorte, une forme de religiosité différente, nouvelle, très différente des tableaux d'images d'Épinal qui traversaient le 19e, 20e. Est-ce que pour vous, les tableaux de Jabloński, et on connaît son aspect religieux, russe orthodoxe, très croyant, est-ce que pour vous, ce sont des tableaux religieux?
savez, vous m'avez gentiment envoyé vos questions avant. J'ai bien réfléchi sur cette question-là. Non, ce ne sont pas des œuvres religieuses, je ne pense pas. Je crois, selon moi, la religion dans laquelle nous sommes nés et nous grandissons, c'est un fait de tradition et de culture, parce que chaque religion a ses rites, ses rituels, a des fêtes particulières, a des messes qui peuvent être d'une façon ou de l'autre. Et ça fait partie de la culture et de la tradition dans laquelle on grandit. Mais Yavlensky, il recherche quelque chose de différent que la religiosité dans le sens de religion, la catholique ou la protestante plutôt que la grecque orthodoxe, etc. Il recherche la spiritualité. La spiritualité qui, dans certains mots, a un aspect religieux parce que ça veut dire croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il cherche cette spiritualité et avec ces mots, c'est justement ça, le divin dans l'être humain. C'est de rendre visible Dieu. Un problème d'art millénaire. Comment on peut rendre Dieu visible? Dans certaines religions, c'est interdit. On ne peut pas représenter Dieu. Et Yavlensky a donc ce besoin d'illustrer et de vivre sa spiritualité intérieure avec le moyen de la peinture. S'il était musicien, probablement, il aurait essayé de trouver ça dans la musique. Mais il est peintre, donc sa façon de s'exprimer, c'est la peinture. Cette spiritualité est quelque chose de basilaire, d'essentiel pour lui, parce que c'est vraiment le besoin d'aller au centre de la chose, dans le plus profond possible, de trouver quelque chose qui est pur, qui est pas contaminé justement par des religions, par des tabous, par des lois qu'il faut faire, des dogmes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus haut que la religion dans laquelle nous grandissons, donc le fait culturel, la tradition. C'est vraiment une spiritualité qui est cosmique. En effet, il dit, ce n'est pas des visages, ce sont c'est tout le cosmos, on dit en français. Le quoi? Le cosmos, on dit. Le cosmos, oui. On peut dire. Dans chaque visage, il y a tout le cosmos. Et voilà, selon moi, ce ne sont pas des œuvres religieuses, ce sont des œuvres spirituelles. D'accord. Écoutez, justement, on va peut-être terminer là-dessus. Vous avez mentionné la musique comme une forme possible, effectivement, de représenter les visibles. On sait, enfin, l'invisible plutôt visible, et on sait l'impact de façon générale qu'avait la musique dans la première partie du XXe siècle sur l'abstraction, mais sur d'autres artistes aussi. On connaît l'importance qu'elle avait pour Jawlensky. D'ailleurs, le titre de la première série, Variation, est bien sûr un titre musical. On sait aussi que Klee était très impressionné par cette œuvre. Et on sait aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, que John Cage était extrêmement impressionné lui aussi. Et il a acheté une œuvre de Jawlensky, il lui a écrit un mot qu'on présente, je pense, dans le document à l'exposition. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, puisque l'article dans le catalogue que vous avez la gentillesse de nous donner parle de ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus et nous dire, est-ce que selon vous, on a commencé en disant que la particularité de Jawlensky a empêché, entre guillemets, qu'il fasse une école. Malgré cela, quel est son impact sur la seconde partie du XXe siècle? Je dirais simplement que je m'appelle que moi, ma carrière, entre guillemets, avec Jawlensky a commencé à Pasadena, où il y avait une exposition très importante sur les séries dans l'art du XXe siècle et où l'œuvre de Jawlensky était mise en quelque sorte presque un modèle. Je vous laisse la parole. Donc, certainement, les variations sur un thème, il y a un aspect musical. Ce qui est très intéressant et qui m'a frappé aussi, mais ça m'a pris du temps pour y arriver, c'est que chaque variation que Jawlensky fait est une improvisation. Parce qu'il n'y a pas des études
pour chaque œuvre, vous voyez pratiquement pas de correction, ce que entre historiens d'art on dit le pentimento. Donc ils sont immédiats, et ça marche. Pour lui, ça marche. Donc la variation est dans le même temps une improvisation. Et il y a très peu de lignes de préparatoire, oui. Voilà. Et chacune sort de lui-même, donc comme improvisation. Et je crois que ça peut avoir été aussi l'intérêt de John Cage. Bon, lui, il a vu plusieurs œuvres de Jablinski, mais il a acheté 3 ou 4 méditations, donc la série, la dernière, et qui sont aussi des improvisations, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas quelque chose de préparatoire, c'est immédiat, c'est le moment, c'est le résultat de sa méditation, parce qu'il dit « je médite avec les couleurs ». Et là, juste pour retourner au thème avant, ce n'est plus ni le Christ, ni c'est pas non plus le Dieu Père, ce n'est ni le Dieu du Vieux Testament, ni le Christ du Nouveau Testament. C'est vraiment une force cosmique. Je deviens un avec tout. D'ailleurs, il avait lu des livres sur le bouddhisme, et depuis la fin de 1912, il pratiquait yoga, c'était pas encore en vogue comme aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez particulier. Donc, il était avant-garde. Oui. Il était avant-garde aussi dans ça. Et donc la méditation, c'est quelque chose qui nous permet de trouver ce calme intérieur, d'écouter notre voix intérieure. Et je crois que c'était ça l'aspect qui a fasciné John Cage, le fait que chacune de ses œuvres est d'abord un peu semblable à l'autre, mais toujours différente une de l'autre, et qui est soudaine. Donc, c'est la vision soudaine d'un moment bien précis du propre vécu intérieur que Jablinski jette sur le support pictorique. Excusez-moi, ce que vous décrivez, c'est presque, j'utiliserais presque le mot révélation. Oui. Je pense, il y a aussi des tableaux où il a donné le titre La révélation. Donc, la méditation pour arriver à une révélation, mais une révélation donc divine, donc quelque chose de très haut. Vous l'avez dit, et je crois que c'est vrai, Jablinski n'a pas fait école, mais je crois qu'il a inspiré plusieurs artistes, surtout en Amérique, et des artistes après, parce que je sais que, par exemple, Ellsworth Kelly avait dans son atelier, il y a une photo sur sa table, il y avait des cartes postales de méditation de Jablinski, ce qui veut déjà dire que pour avoir là ces images, il les appréciait. Et c'est difficile à dire parce que, vous savez, il faudrait faire une étude approfondie sur les témoignages des artistes, surtout américains, de la période à partir des années 30, 40, encore plus, pour voir si quelqu'un dit vraiment Jablinski m'a inspiré. C'est une étude longue à faire, évidemment, parce qu'il faut lire beaucoup de lettres, de journaux intimes, de témoignages d'artistes. Et je crois que ce qui peut avoir donné de l'inspiration à plusieurs artistes, aussi européens, c'est le côté, disons, spirituel, la recherche, disons, dans un certain sens, c'est la même recherche qui fait Marc Rothko. Je trouve qu'il y a une vibration semblable entre les œuvres de Rothko et de Jablinski. C'est ce besoin de spiritualité immatérielle, de varier, et de sortir le moment qui est dedans, dans la personne. D'accord. Pardon, allez-y. Non, je crois que j'ai terminé. Je parle trop, Isaac. Non, si je vous comprends bien, il nous reste encore du travail, à vous et à moi. Mais j'espère. Et j'espère pour la jeune génération aussi. Pour la jeune génération aussi. Et oui, vous savez, Jablinski était un artiste qui a commencé à être recherché de plus près vraiment assez tard.
Il y a eu beaucoup de publications sur Paul Klee, sur Kandinsky et sur d'autres, mais Jablinski a commencé un peu plus tard à être discuté par les historiens de l'art. Peut-être c'est ce qu'on a dit au début, qu'il était tellement particulier, tellement individualiste, que les gens ne savaient pas dans quel secteur le mettre. Et on est tellement, c'est une mauvaise habitude, non, de devoir mettre chaque artiste de n'importe quelle catégorie dans un. Oui, c'est d'autant plus vrai qu'il était compagnon de route pendant longtemps de Kandinsky, mais pour des raisons propres à lui, il n'a pas participé à la fondation de Blaureiter. De la même façon, on lui a proposé d'enseigner à Bauhaus et il a refusé en disant que l'art ne s'enseigne pas. Écoutez, l'art ne s'enseigne pas, mais elle se voit. Il se voit. Donc, je propose, une fois que vous avez écouté les choses qu'on a racontées, surtout Angelica, et je vous propose d'aller voir l'exposition, d'aller voir les tableaux, parce que malgré tout, le visible est le plus important dans l'art. Je vous donne raison. Donc, allez voir l'exposition à Madrid, et puis à Marseille et à Roubaix, car le magnifique catalogue est splendide et les reproductions sont merveilleuses, mais voir l'original avec les dimensions qui varient, qui ne sont pas toujours la même de chaque page du catalogue, c'est très important. Et j'espère que l'exposition aura un grand succès parce que vous et toute la Fondation MAPFRE, tout le staff a fait un travail immense. Et je vous en remercie d'ailleurs, Isaac. Ben, écoutez, moi, je remercie encore une fois à vous, mais vraiment à la Fondation MAPFRE. Merci beaucoup, Angelica. Merci, Isaac. Au revoir. Au revoir.